Donc bonjour à tous, on est ravis de vous avoir si nombreux aujourd'hui pour cette nouvelle conférence organisée par le Centre du cinéma sur les questions de diversité. Et on a la chance d'avoir avec nous Sarah Sépulcre. Vous savez que nous travaillons depuis quelques années avec Sarah, qui est donc professeure à l'UC Louvain, sur la question de la diversité dans le cinéma belge. Alors on avait démarré avec elle sur les questions simplement de genre, et puis au fil des années, on a un petit peu étendu le domaine d'expertise à tous les aspects de la diversité. Et donc, on a la chance de pouvoir bénéficier de ses recherches, de son travail, de ce qu'elle fait avec ses étudiants pour analyser chaque année la question de la diversité dans les films belges sortis l'année précédente, donc les films majoritaires belges. Donc moi, je présente une petite partie au bilan. Sarah aussi. Cette année, comme c'était difficilement conciliable et que nous avons maintenant ces conférences du midi du Centre du cinéma, on s'est dit que ce serait bien de lui donner la parole pour qu'elle puisse revenir en détail sur à la fois ses constats et les constats de ses étudiants sur les films de l'année 2021, mais aussi sur ce qu'elle peut voir comme tendance. Qu'elle peut voir comme tendance par rapport à la période depuis qu'elle a commencé à travailler sur ce thème, donc 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà comment on va procéder. Donc, Sarah va vous présenter ces éléments de réflexion à peu près jusqu'à 13h10, 13h15. Et puis, vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, si vous voulez déjà, par peur de les oublier, envoyez vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Et sinon, on vous donnera la parole après. Vous ferez le petit système où vous levez la main et Sarah répondra à vos questions. On doit avoir fini la séance à 13h45. C'est important de garder le timing, donc on va essayer d'être très strict là-dessus et de tenir Sarah à la culotte pour qu'elle ne dépasse pas le temps imparti. Voilà, Sarah, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jeanne. Je vais partager mon écran tout de suite, comme ça, après, je ne devrais plus m'en inquiéter. Et effectivement, il faut m'avertir si je dépasse. Ça, c'est assez important. Normalement, là, vous devriez voir mes slides et je compte sur vous pour me dire si jamais il y a un souci au fur et à mesure. Mais tout d'abord, merci Jeanne et merci le Centre du cinéma. C'est toujours un plaisir. Et puis, c'est important de faire cette recherche. Donc, je trouve, voilà, c'est bien de vous remercier en commençant. Cette année-ci, je voulais aussi remercier les étudiants et étudiantes qui m'ont aidé à coder parce que vous savez que ce n'est pas moi qui le fais. Vous avez leurs noms, Tony, Chloé, Émilie et Charline. Je ne suis pas certaine qu'ils aient pu tous et toutes nous rejoindre aujourd'hui. Mais s'il y en a qui sont dans la salle virtuelle, je les salue. Et cette année-ci, j'ai la chance d'avoir une collaboration avec Jonathan de Donder, qui est un logisticien de recherche et qui est repassé dans les statistiques parce que ce n'est pas nécessairement toujours mon point fort. Alors, à ce stade-ci, je pense que ça ne va pas fort changer des graphiques que vous avez vus les autres années, mais on réfléchit à comment faire parler un peu mieux les données et certaines données. Et donc, je ne désespère pas de pouvoir donner des choses peut-être un peu plus affinées dans le rapport écrit, qui n'est évidemment pas encore fait. Donc là, vous serez dans le monde tel que vous l'avez déjà perçu les autres fois. Voilà, normalement, là, ça aurait dû changer de slide. Est-ce que ça a changé de slide? Oui, super. Oui, c'est parfait. Donc, je vous rappelle 2-3 éléments. Je vais vraiment vous présenter les chiffres de 2021, mais quand je le peux, je vous donnerai les chiffres des autres années. Comme ça vous permettra d'avoir une idée. Je vais aussi commenter la progression, évidemment. Mais je vous rappelle, voilà, cet élément-ci, c'est qu'on travaille sur les films qui sont nommés au Magritte, et donc sur cette année-ci, 22 films. Vous voyez qu'il y en avait 9 de fiction et 13 documentaires. Et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait revenu au nombre de 2018 et 2019. Donc, pour les fictions, en tout cas, c'est de nouveau pas une année tout à fait habituelle et il faut le garder bien à l'esprit parce que sur 9 films, ça signifie que les changements de pourcentage se font parfois sur pas beaucoup de personnages. Donc, ça, c'est un élément important. Cette année-ci, 66% des fictions ont été réalisées par un homme ou des hommes, 55% des fictions ont été écrites par un homme. Les documentaires sont réalisés par un homme ou des hommes, et donc ça signifie que 61% par des femmes, et 46% des documentaires sont écrits par un homme ou des hommes.
Et on n'a toujours pas de films qui sont écrits, réalisés par des personnes non-binaires, fluides, trans, en tout cas, qui l'ont publiquement affirmé. Le nombre de personnages, vous voyez qu'en total, cette année-ci, on en a 153, 65 dans la fiction et 88 dans les documentaires. C'est la même remarque que pour le nombre de films. On n'est de nouveau pas tout à fait revenu à une année normale, puisque vous voyez que dans les années 2008-2019, qui étaient des années pré-Covid, on était plutôt à 100, 150, 130 pour les documentaires et une bonne centaine ou un peu moins pour les fictions. Donc de nouveau, gardez bien ceci à l'esprit quand je vais présenter les différents résultats. Sur ces personnages, vous voyez qu'il y en a 29% qui sont des personnages principaux dans les fictions et 37,5% qui sont des personnages principaux dans les documentaires. Je vais distinguer les résultats là, généralement entre personnages principaux et secondaires, puisque les personnages principaux sont les personnages qui sont les plus développés, caractérisés dans les films. Ce sont ceux et celles aussi qui portent les valeurs en fait, du film. Donc, ce n'est pas du tout anodin de voir comment se comportent les personnages principaux versus les personnages secondaires. Les personnages secondaires, comme on a moins de temps, c'est souvent là que se logent les stéréotypes. Et vous allez voir que parfois, c'est là que se loge la diversité et je vous le présenterai tout de suite. En fait, cette année 2021, dans le partage entre personnages principaux et personnages secondaires, elle ressemble tout à fait à ce qu'on avait les autres années, puisque sur les 3 autres années, c'était 21% des personnages de fiction qui étaient des personnages principaux et 41% de personnages principaux dans les documentaires. Donc, vous voyez que ça se suit et ça se ressemble. On a encore un petit peu changé la méthodologie. Alors, comme rappelait Jeanne, au départ, on avait juste fait les questions de genre, puis on a ajouté les autres facteurs traditionnels de diversité, ceux qui, en tout cas, sont les plus analysés. Cette année-ci, on a laissé tomber les personnages collectifs qui étaient beaucoup trop anecdotiques, il n'y en avait pas suffisamment et ça ne donnait pas grand-chose. Ce sont tous ces personnages en fait, qui forment un groupe, qui sont derrière les personnages principaux et secondaires. Par exemple, dans un documentaire sur l'agriculture, ça pourrait être les autres agriculteurs qu'on voit parfois. On l'a enlevé et on a pu travailler sur ces personnages cette année-ci. Et par contre, on a ajouté ce qu'on appelle un indice de certitude du codage. Donc, pour chacun des facteurs et pour chaque personnage codé, j'ai demandé aux étudiants qui encodaient de me noter à côté du résultat, est-ce qu'ils étaient sûrs ou pas sûrs de ce qu'ils avançaient. Donc, pour certains résultats, c'était clair et net que le personnage était effectivement un homme ou était effectivement une personne noire ou était effectivement une personne porteuse de handicap, mais pour d'autres personnages, ce n'était pas si évident. Et donc, vous voyez que je leur ai demandé de me mettre un 1 si ils étaient tout à fait certains de leur codage, un 2 s'ils avaient un doute ou un questionnement, et un 3 s'ils étaient incertains. C'est une technique que j'ai trouvée dans la thèse de Mathieu Arbogast, qui a travaillé sur les femmes dans les séries policières. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous conseille de lire la thèse. Je ne sais pas si elle a déjà été rendue complètement publique, mais il a défendu donc en mars 2021 à l'EHESS, et c'est lui qui, en fait, qui avait ajouté cet élément, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, puisque moi-même, si vous m'avez déjà entendu présenter les chiffres les autres années, vous savez qu'il y a certains codages pour lesquels je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et je trouvais que c'était une manière d'objectiver un peu ces moments où c'est compliqué et où je pense que c'est scientifiquement important d'annoncer que certains de ces codages, en fait, sont plus sûrs que d'autres. Alors, qu'est-ce que ça fait la moyenne des incertitudes? Vous le voyez, en fait, c'est en moyenne combien... Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, vous voyez, quand on obtient un 1, par exemple, sur les questions de genre, ça veut dire que les étudiants étaient très sûrs, ils ont tous mis des 1 pour qu'on ait une moyenne de 1. Et vous voyez, en suivant ces éléments, qu'il y a 2 pics. En fait, il y a 2 variables où c'est beaucoup plus compliqué, c'est la classe sociale et c'est l'orientation sexuelle. Et surtout, vous voyez que la classe sociale pose question. En tout cas, c'est à ce moment-là que les étudiants annoncent le plus qu'ils ne sont pas sûrs ou moins sûrs, en tout cas, de leur codage. Vous voyez que la moyenne est plutôt vers le 2, donc on n'a pas une moyenne qui atteint le 3 et qui signifierait qu'en fait, là, on a un codage absolument complètement incertain. Et vous voyez que ça fonctionne de la même manière pour les fictions et pour les documentaires. Alors, je vous rappelle simplement, parce que c'est important, comment on travaille. Chaque personnage est codé selon les 7 facteurs
le sexe, l'âge, la classe sociale, l'origine, l'orientation sexuelle, les conditions de santé, je sais que je n'aime pas du tout cette appellation, mais on va l'utiliser comme ça, et la religion. Dans conditions de santé, il y a à la fois les représentations du handicap, des handicaps visibles, mentaux, il y a aussi la santé mentale, mais il y a aussi les maladies chroniques, il y a l'alcoolisme. Alors, ça fait un peu fourre-tout, mais en même temps, les chiffres ne sont pas suffisants pour que ça justifie qu'on les distingue, et ça permet quand même d'avoir de l'attention attirée sur ces questions. C'est bien la diversité perçue. Parfois, on nous donne l'âge d'un personnage et forcément, du coup, on connaît l'âge exact, mais parfois, ces classements se font ci, souvent, ces classements se font ci par rapport à ce qu'on perçoit en tant que codeur. C'est un élément important, évidemment, à vous donner. Il y a certains codages pour lesquels on peut plus deviner que d'autres. Forcément, on peut deviner une origine, on peut beaucoup plus difficilement deviner une orientation sexuelle. C'est ce qui explique que pour certains décodages, il y a plus d'indécision, d'imprécision, une catégorie indéterminée que dans d'autres. Voilà pour la méthodologie en tout cas. Alors, je vous le dis déjà, on doit encore tester certaines de ces données. Oui, je devais d'abord terminer, excusez-moi, sur l'incertitude. Un autre élément qui était intéressant, donc Jonathan a testé un peu 2-3 éléments et s'est rendu compte en fait que le plus incertain, c'est en fait la classe sociale. Et ce qui était intéressant, c'est quand on regardait ce qui était incertain dans les classes sociales, c'était pour la classe moyenne que les codages sont les plus incertains. C'est là que les étudiants sont le moins sûrs qu'ils ont bien codé. Alors lui, ça l'étonnait, il disait, tiens, je trouve ça étonnant que les étudiants aient beaucoup moins de soucis avec le fait de classer en classe populaire ou en classe bourgeoise. Mais moi, je trouve ça logique, en fait. Quand les classes populaires ou bourgeoises existent, souvent elles sont marquées, elles sont plus marquées et plus explicitées dans les films. Que la classe moyenne, c'est finalement tous ces films dans lesquels on ne nous donne pas vraiment d'informations. Et donc, mon hypothèse serait que la classe moyenne, c'est en fait tous ces films dans lesquels on a une espèce de neutralité non dite, et donc on les met en classe moyenne, mais comme je demande à mes étudiants de réfléchir à ces éléments-là, alors du coup, ils commencent à réfléchir et à se dire, est-ce que oui ou non, on peut la mettre dans la classe moyenne, qu'est-ce qu'on doit faire, et en faisant attention aux différents éléments, ça donne des codages qui paraissent moins certains parce que c'est moins marqué pour la classe moyenne. Donc, ça a tendance à me conforter dans cette idée qu'il y a une neutralité non dite qui est sur certains éléments. Donc, voilà. Je vous propose de passer en revue les films de fiction et puis les documentaires en fonction des 7 facteurs. Comment est-ce que ça va se présenter? Comme ceci, vous avez le plus gros graphique où il y a le bâton tout seul. Je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite de votre écran, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est l'année 2021. Et le graphique où il y a les 3 bâtons, ce sont les années précédentes. Comme ça vous permettra aussi de comparer les différents éléments avec ce qu'on avait comme résultat les autres années. Je vous mettrai, quand c'est pertinent, dans une slide qui suit, la distinction entre les personnages principaux et secondaires, et ça ne l'est pas toujours. Vous voyez que par ici, par exemple, il n'y a pas de différence significative entre les personnages secondaires et principaux, et donc je n'ai pas ajouté une slide pour le plaisir. Vous allez voir, si vous êtes super attentif, qu'il n'y a pas tout à fait le même code couleur entre les films de fiction et les documentaires. C'est parce que pour le moment, je travaille encore sur 2 fichiers différents, plus ceux de Jonathan. Je vous le signalerai. Et si j'ai des étudiants dans la salle, ils savent que normalement, on ne peut pas du tout faire ça. Mais donc, bon, voilà. Je pense que ça permet quand même de lire et de comprendre les chiffres. Alors, je vous rappelle, pour les fictions, on a 9 films. Il y a en tout 65 personnages qui ont été codés, 19 principaux et 42 secondaires. Et avec seulement 19 personnages principaux et même seulement 65 personnages, vous en comprenez que ce sont des pourcentages instables. Il suffit qu'un film présente un personnage un peu différent sur 19 et ça change complètement les pourcentages. On utilise quand même les pourcentages parce que c'est ça qui nous permet de comparer des années. Mais les gens parmi vous qui ont l'habitude des statistiques ou des chiffres savent que ce sont effectivement des pourcentages plus robustes. On se lance donc. Alors, vous voyez qu'en termes de genre, les fictions, 66% des personnages sont des hommes et 34% sont des femmes. C'est un peu moins bien que les autres années. Vous voyez, on atteignait plutôt la parité. Ça revient finalement à 2018, à la toute première année qu'on avait travaillé. Et vous le savez, si vous vous souvenez, que l'année 2019 était particulièrement diverse. Donc voilà,
Maintenant, l'année 2019 était-elle une année exceptionnelle? L'année 2020, elle est absolument exceptionnelle puisque c'est une année Covid où il y avait très peu de films. Il va falloir encore ajouter quelques années pour pouvoir voir quels sont les patterns. Mais en tout cas, on revient à ce 1/3, 2/3 que l'on retrouve généralement au théâtre, au cinéma, dans les séries télévisées, etc. Je vous rappelle que 66% des fictions sont réalisées par des hommes. Est-ce qu'il y aurait un lien entre le sexe du réalisateur ou de la réalisatrice et du personnage? La question reste évidemment en suspens, on n'a pas encore de réponse, mais je me suis dit que j'allais vous rappeler ce fait quand même. Sur les fictions, sur les origines, vous voyez qu'on a 72% de personnages blancs. Dans les autres pourcentages, on a 9% de personnages latinos, 8% d'arabes et 6% de noirs. C'est un peu mieux que 2020. Et finalement, on rejoint cette année de 2019 qui était assez intéressante en termes de diversité d'origine. Juste une différence entre les personnages principaux et les personnages secondaires, puisque vous voyez que les personnages principaux sont beaucoup plus blancs que les personnages secondaires. Et donc, quand on se choisit un héros dans une fiction en 2021, il est souvent et principalement blanc. La diversité, entre guillemets, ethnique est plutôt dans les personnages secondaires. Je vous mets directement le codage sur la religion, puisqu'on avait vu les autres années que ça fonctionnait, la religion et l'origine souvent en lien. Quand un personnage était arabe, c'était l'occasion pour parler, le film parlait aussi de l'islam. Vous voyez qu'ici, on a 95% de films dans lesquels, ou de personnages pour lesquels on n'a pas d'indication, donc non précisés. Et les 5% pour lesquels on a une indication, ce sont des personnages catholiques. Et donc, c'est l'année la moins diverse en termes de représentation des religions depuis qu'on travaille. Voilà. Ici, il n'y a pas non plus, pardon, je passe un peu vite, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de différence significative entre les personnages secondaires et principaux. On a à peu près le même ordre de grandeur. L'âge, on reste dans des films qui parlent des adultes, 48% des adultes et 23% de jeunes adultes, donc entre 20 et 30 ans. Ce sont des chiffres à peu près assez parallèles avec ceux qu'on avait auparavant, sauf en 2018, où il y avait vraiment beaucoup plus de films autour d'adultes. On voit que cette année-ci, les enfants font un relativement bon score, avec 20%, surtout par rapport aux années qui viennent de passer. Par contre, on a des adolescents qui disparaissent presque. Il reste 3% cette année-ci. Quand on regarde la différence entre les personnages principaux et les personnages secondaires, on voit que les personnages principaux ont tendance à être plus jeunes. Alors, ça reste des adultes, mais ce sont plutôt des jeunes adultes à égalité avec les adultes, alors que dans les personnages secondaires, on a plutôt des adultes, 52%, qui sont représentés. La classe sociale, je vous rappelle que c'est donc le codage le plus incertain, entre guillemets. Vous voyez qu'on a 57% de classe moyenne, on n'a plus d'aristocratie, on a 9% d'indéterminés et 29% de classe populaire. En fait, en 4 ans, c'est le plus gros score de la classe moyenne. Et je ne sais pas très bien comment l'interpréter. Ça peut être, évidemment, c'est des films. Je me demande parfois, pour vous dire les choses très honnêtement, je me demande parfois si la classe sociale d'appartenance des étudiants qui codent n'influence pas cette perception de la classe sociale des personnages. En tout cas, c'est quelque chose qui serait intéressant de creuser, puisque pour la classe sociale, on s'intéresse vraiment à des marqueurs qui sont très hétérogènes. Ça peut être l'habitat, ça peut être la manière de parler, les comportements, les métiers. Mais donc, c'est vraiment le codage qui est le plus compliqué. Il y a un vrai nœud, en tout cas, et moi, je trouve ça intéressant. Ce serait intéressant de travailler là-dessus et d'essayer de creuser un peu ça. Alors là aussi, il y a une différence entre les personnages principaux et les personnages secondaires. Vous voyez que les personnages principaux, on a quasiment du 50-50 entre la classe populaire et la classe moyenne, et que les personnages secondaires, eux, sont d'abord moins précisés, et puis plus dans 60% de classe moyenne, ça pourrait conforter l'hypothèse selon laquelle, quand on n'a pas d'indicateur, on a tendance, ou quand on brosse un personnage sans le marquer, on a tendance à le percevoir dans la classe moyenne. Les personnages secondaires ayant moins de temps d'antenne, on a aussi moins d'informations les concernant. Mais là, pour
creuser ça, il faudrait probablement faire une analyse qualitative de ces films sur cet angle-là. Du côté des conditions de santé, donc vous savez que je n'aime pas du tout ce mot conditions de santé, je n'ai pas encore trouvé mieux et j'espère ne froisser personne quand je mets ensemble effectivement tout ce qui relève des handicaps physiques, des problèmes de santé mentale, l'alcoolisme, l'obésité, etc. Mais voilà, pour le moment, en tous les cas, vous voyez que les chiffres étant ceux qu'on a là sous les yeux, c'est difficile de faire des distinctions puisqu'on a plus de 80% des personnages qui sont en fait valides, pas malades, qui n'ont aucun souci. Ça rejoint les chiffres des autres années. On a 8% de problèmes de santé mentale. En fait, cette année-ci, c'est surtout des personnages qui ont un retard mental. On a 3% de handicap physique et on a 2% de maladies chroniques. En fait, c'est un personnage qui est à l'hôpital. Les personnages principaux sont plus diversifiés que les personnages secondaires ici. Et donc, ça donne l'impression qu'effectivement, quand on a des problèmes ou quand on a des variations sur la diversité de santé mentale, c'est probablement parce que le film en fait un sujet qui est porté par les personnages principaux. Les orientations sexuelles. Vous voyez qu'on a 48% de personnes pour qui on n'a pas d'indication et donc c'est non déterminé, non précisé, 43% de personnages qui sont hétérosexuels, 3%, c'est-à-dire 2 personnages homosexuels, 5%, 3 personnages bisexuels et alors on a un zoophile et je vous avoue qu'avec les étudiants, on a dû discuter de qu'est-ce qu'on en faisait. C'est une pratique sexuelle. On a décidé de la rendre visible dans ce graphique, même si en Belgique, la zoophilie n'est pas reconnue comme une orientation sexuelle officielle. Elle l'est dans certains pays. Figurez-vous qu'au Danemark, la zoophilie est reconnue officiellement. Mais ça permet en tout cas de montrer, de faire état de ce personnage un peu différent. Et vous prendrez cette orientation sexuelle comme une pratique et avec les guillemets qu'il s'agit peut-être de mettre autour de cet élément-là. Alors là aussi, on a une différence entre les personnages principaux et les personnages secondaires, puisque vous voyez que les personnages principaux sont bien plus majoritairement hétérosexuels que les personnages secondaires. Les personnages secondaires, eux, sont plus souvent indéterminés, on ne sait pas, que les autres personnages, mais vous constaterez aussi que les personnages qui sont non hétérosexuels sont plus souvent, en fait, des personnages secondaires. Alors, donc, dans les fictions, on a un certain recul de la diversité de genre. Je vais vous faire une petite synthèse, comme ça vous gardez les éléments principaux et je vous ferai une conclusion à la fin si jamais. Mais donc, on a un certain recul du côté de la diversité de genre. On a un recul aussi du côté de la diversité de classe sociale. On a un statu quo pour le reste et ce statu quo signifie une certaine hégémonie des personnages blancs, adultes, valides et hétérosexuels. Et quand on s'intéresse au statut, les héros sont plutôt blancs, jeunes adultes, hétérosexuels, et ils sont un peu plus divers en termes de classe sociale et de conditions de santé. Donc on a un panorama qui n'est pas si divers que ça. Les films documentaires. Les films documentaires, je vous rappelle qu'on a 13 films, 88 personnages, dont 33 de personnages principaux et 55 de personnages secondaires. Et donc là aussi, on a des pourcentages qui ne sont pas robustes. Et donc ça signifie que là aussi, un film peut faire changer beaucoup les pourcentages. Mais ça nous permet là également de faire des comparaisons avec les autres années. Alors, en termes de diversité de genre, vous voyez que les documentaires, cette année-ci, ont la parité parfaite. 50% d'hommes et de femmes. C'est la première fois qu'ils sont aussi paritaires, puisque c'est la parité parfaite. Vous repérez qu'en 2019, on avait une surreprésentation des femmes dans les documentaires et que les autres années oscillaient dans le 40-60. Donc, c'est pas mal du tout. Les personnages principaux, vous le voyez, sont à 70% des femmes. Donc, derrière ce 50-50 paritaire, on voit que là, on voit bien l'intérêt de distinguer les statuts, puisqu'on a une parité sur la population globale, mais on voit que les personnages principaux, par contre, dans les documentaires, sont vraiment beaucoup plus souvent des femmes que des hommes. Et je vous rappelle aussi
que les documentaires sont aussi des films qui sont le plus écrits et réalisés par des femmes, puisque 61% des documentaires sont réalisés par des femmes et 54% sont écrits par des femmes. Alors, est-ce que ça signifie que les femmes parlent des femmes? Évidemment, il faudrait consolider les chiffres sur beaucoup, beaucoup plus d'années que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément que je vous partage. Alors, tiens. Ah, voilà. En termes d'origine, alors ici, si vous avez été attentif, c'est là que les couleurs changent. C'est-à-dire que dans les fictions, les blancs étaient en bleu et ici, ça change. Mais bon, je pense que ça vous permettra quand même de suivre. Vous voyez qu'on est à 66% de personnages blancs, 16% de personnages noirs et 13% de personnages d'origine arabe. C'est beaucoup mieux que 2020, où on avait une année pas diverse du tout. Mais c'est moins bien que l'année 2019 qui, elle, était exceptionnelle. Si vous vous souvenez, c'était vraiment cette année-là qui était exceptionnelle. Il n'y a pas ici de différence dans les chiffres 2021 entre les personnages principaux et les personnages secondaires. Au niveau de la religion, on est aussi dans un monde qui est relativement indéterminé, puisque pour 72% des personnages, on ne connaît pas leur religion. Quand on la connaît, vous voyez que c'est 18% de personnages qui sont catholiques, 6% de personnages islamiques et 5% de personnages qui sont orthodoxes. C'est la première fois qu'on a cette religion représentée d'ailleurs dans le monitorage. C'est mieux que l'année 2020 où on avait 100% d'indétermination. Et vous voyez qu'on a une certaine inversion entre le catholicisme et l'islam. 2018-2019, c'était l'inverse. C'était d'abord l'islam et puis derrière, en troisième position, le catholicisme. Et ça a changé cette fois-ci. Est-ce que ça signifie que l'islam est moins un sujet que précédemment? Il faudra vérifier avec les années. Vous voyez que les personnages principaux sont moins indéterminés que les personnages secondaires. Donc, quand on connaît la religion d'un personnage, c'est plus souvent un personnage principal que les autres. Au niveau de l'âge, dans les documentaires, vous voyez qu'on est aussi dans un monde d'adultes, puisque pour 49% sont des adultes et 24% des jeunes adultes. On a 23% de personnages seniors et c'est plutôt les plus jeunes qui sont assez peu représentés. On n'a pas d'enfants cette année-ci dans les documentaires. Vous voyez qu'il y a un petit recul de diversité par rapport aux autres années, puisqu'on a beaucoup plus de personnages adultes. Au niveau de la distinction entre personnages principaux et secondaires, vous voyez que les personnages principaux sont plus souvent des adultes et des jeunes adultes et que c'est dans les personnages secondaires qu'on trouve les seniors, un tiers d'entre eux. Au niveau de la classe sociale, on est aussi dans un monde relativement moyen, puisque 43% des personnages appartiennent à la classe moyenne. Vous voyez qu'on a 33% de personnages pour lesquels c'est non précisé. On n'a toujours pas d'aristocratie. Et c'est un profil qui se rapproche finalement de celui de 2019. Et vous repérez d'ailleurs que c'était 2018 qui était l'année la plus diverse en termes de classe sociale. Voilà. Les personnages principaux appartiennent plus à la classe moyenne que les personnages secondaires. Les personnages secondaires sont beaucoup plus indéterminés par contre. Dans les conditions de santé, vous voyez que dans les documentaires, on a à peu près un profil proche de la fiction, puisque 80% des personnages sont valides, non malades, non porteurs de handicap, etc. À côté de ça, on a 6 personnes handicapées, puis on a 6% de personnages porteurs de handicap et 6% de toxicomanes, ce qui signifie qu'il y a un documentaire axé sur le sujet cette année-ci. C'est un profil similaire aux autres années. Et vous voyez que les personnages principaux sont légèrement plus valides que les personnages secondaires. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir quand les personnages ne sont pas valides, en bonne santé, etc., on n'a pas le même profil dans les personnages principaux que dans les personnages secondaires, puisque dans les personnages principaux, ils sont plutôt des problèmes de santé mentale ou d'insomnie. Et les personnages secondaires, ils sont toxicomanes ou ils sont porteurs de maladies chroniques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout le même profil en fonction du statut des personnages. L'orientation sexuelle, on est aussi dans un monde relativement indéterminé, 58%, 41% de personnages qui sont hétérosexuels et vous voyez seulement un personnage
qui est homosexuel et on n'a pas de bisexualité, on n'a pas d'asexualité, pas de pansexualité cette année. Alors, ça pourrait donner l'impression que c'est un petit peu mieux que les autres années, puisqu'il y a un peu moins d'indétermination, mais quand on se penche sur le statut des personnages, vous voyez que là, il y a une très grande différence entre les personnages principaux et secondaires. Les personnages principaux sont beaucoup, beaucoup plus hétérosexuels, 70%, que les autres. Donc, il y a quand même, quand on se choisit un héros ou un personnage central dans un documentaire, c'est 7 fois sur 10, c'est un personnage hétérosexuel. Alors, les documentaires, vous l'avez donc entendu, on a un certain recul en termes de diversité d'âge et de classe sociale. On a par contre un mieux sur les origines, la religion, le genre, on atteint du 50-50, ou les orientations sexuelles en tant que telles, mais il faut faire attention au statut des personnages. Et on reste dans un monde identique en ce qui concerne les conditions de santé. Le personnage principal, ce sont d'abord des femmes, 70%, si vous vous souvenez, blanches, adultes de classe moyenne, valides et hétérosexuelles à 70%. Donc, c'est intéressant parce que dans les documentaires, on voit que sur les personnages principaux, en tout cas, on a une diversité de genre et certains éléments de diversité à côté de ça. Alors, je vais vous présenter juste, et je termine là-dessus, un tableau qui vise à synthétiser tout ce que je viens de vous dire. J'ai essayé de rendre les choses les plus visibles possibles, en sachant que là, c'est vraiment résumé en un tableau, ce qui est parfois difficilement résumable. Comment est-ce que j'ai procédé? Vous voyez que j'ai mis les fictions d'un côté, les documentaires de l'autre, la population générale, mais les personnages principaux mis en exergue, et que j'ai mis du vert quand ça s'améliore et du rouge-orange quand ça recule. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'on pouvait avoir, par exemple, dans la fiction, du recul ou un statu quo, mais que quand il y a un statu quo, vous le voyez souvent, pour les personnages principaux, en tout cas, c'est un peu moins divers. Donc, j'aurais tendance à dire que pour la fiction, ça recule un petit peu, sauf pour le facteur de la santé, où les personnages principaux sont un peu plus divers. Vous voyez que les documentaires, eux, améliorent, en tout cas, sur 4 facteurs sur les 7. Il y a un recul sur les questions d'âge et de classe, autant sur la population générale que sur les personnages principaux. Et vous voyez que, par exemple, l'orientation sexuelle, il y a une amélioration sur la population générale, mais moins de diversité dans les personnages principaux. Et forcément, j'ai mis qu'il y avait moins de diversité dans les questions de genre sur les personnages principaux parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup plus de femmes et qu'on devrait atteindre logiquement une certaine parité. Dit autrement, les documentaires font mieux que la fiction. Je pense que c'est la conclusion qu'on tire chaque année. On commence tout doucement à voir aussi que les documentaires sont plus investis par les femmes, donc il faudra à un moment donné, sur base de chiffres plus étendus, se poser la question si les femmes ne sont pas un peu plus attentives, en tout cas, que les hommes quand elles sont réalisatrices ou scénaristes. Alors, ce qui reste à faire encore maintenant, c'est de croiser ces chiffres avec les histoires racontées, les thématiques, ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire, parce que ça, ce sera évidemment intéressant de voir, tiens, ces personnages plus ou moins divers, dans quel type d'histoire apparaissent-ils? Il faut bien se rappeler que ce que je vous ai dit, ce sont des pourcentages instables, ce qui signifie qu'un film peut faire vraiment basculer les résultats. Et donc, on réfléchit avec Jonathan à faire des tests statistiques justement pour essayer de mettre ça un peu en exergue et d'explorer un peu ça. Donc, on va essayer de travailler non plus, enfin, à côté de ce travail que je viens de vous présenter, on va essayer de rassembler les données film par film et non plus personnage par personnage pour essayer de voir si on a des films qui concentrent en fait certains enjeux de diversité ou pas. Donc, je pense que ce sera assez intéressant. On doit encore trouver comment on va faire, pour être honnête. Et puis, on voudrait aussi explorer à travers ça, voir si certains facteurs évoluent de concert. Probablement que, par exemple, l'origine et les religions fonctionnent en parallèle.
Mais en travaillant sur base du film, ça nous permettra de voir s'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on travaille sur base des personnages. Et puis, on aimerait aussi, pour la version écrite, voir comment on peut affiner cet indice de certitude-incertitude et voir comment ça nous permet de qualifier les résultats. Et puis, plus globalement, je pense que ce sera vraiment intéressant de travailler sur une plus grande population, mais c'est en cours puisqu'elles font des films à décrocher un budget interégal pour travailler sur beaucoup, beaucoup plus d'années. Et là, je pense qu'on va avoir des résultats qui seront intéressants. Et puis, tout doucement, j'en viens à me dire qu'au-delà des chiffres que j'égrène d'année en année et qu'il faut faire et qu'il faut continuer à faire, ce serait vraiment intéressant de rentrer dans un travail qualitatif sur les histoires racontées, sur les types de personnages qui sont présentés. Par exemple, qui sont les personnages noirs, qui sont les personnages arabes, qui sont les personnages porteurs de handicap dans les films et comment est-ce qu'on peut les analyser en qualitatif ou par exemple se dire tiens, des films qui ont des indices de diversité un peu bons ou mauvais d'ailleurs, qu'est-ce que ces histoires racontent, comment est-ce qu'on peut aller lire les scénarios, etc. Mais ça, je vous avoue que c'est un travail que moi, toute seule, je ne vais pas pouvoir faire. Et donc, si dans la salle, il y a des professeurs d'université, de haute école, d'école de cinéma, ça pourrait être intéressant tout doucement de s'emparer des résultats et de les réutiliser pour faire des analyses de films qualitatives à côté. Voilà. Est-ce que j'ai tenu le temps? Presque. Tu as parfaitement tenu le temps, Sarah. C'était nickel. Merci beaucoup. Voilà, on vous remet tous en mode galerie, comme ça on vous voit. Voilà, c'est très intéressant, surtout évidemment, mais ça on le savait dès le début, Sarah, quand on a commencé à travailler ensemble là-dessus, de voir l'évolution sur les années, de voir aussi que malgré ce qui peut être mis en place, eh bien, ça prend du temps pour que cette diversité s'installe à l'écran. Donc, je pense qu'évidemment, on doit continuer toutes les actions qui sont mises en place et dont certaines ont été expliquées au bilan du Centre du cinéma, soit par la ministre, soit par moi. Maintenant, alors tu peux en témoigner, Sarah, puisque tu fais partie aussi du jury du Fonds Série. Je pense que quand même la question de la diversité prend de plus en plus de place dans les discussions par rapport au projet, etc. C'est vraiment un élément qui maintenant devient un élément clé dans la réflexion, sachant qu'à la fois pour les films et pour les séries télé, on voudrait que ce qu'on montre à l'écran soit le plus possible proche de ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on vit. Alors, il y avait des petites questions dans le chat, mais je pense qu'il y avait une question qui était très ponctuelle sur un des slides, et comme on ne l'a plus sous les yeux, je pense que ça va être difficile d'y répondre par rapport à une catégorie mixte. Donc, j'imagine que tu avais homme-femme mixte dans un des slides. Est-ce que tu peux préciser ça? Oui, voilà, lié au genre des personnes. C'était lié aux réalisateurs-réalisatrices, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est Arthuria qui a posé la question, peut activer son micro pour me poser la question. Oui, je pense que c'était au genre perçu des personnages, si je ne dis pas de bêtises. Au genre oui, je vois. Il y avait homme, femme, trans et mixte. Du coup, je me demandais, mixte, est-ce que c'est non-binaire? Est-ce que ça dépend de comment les gens perçoivent les personnages? Oui, merci de poser la question. Ça me permet de vous rappeler que c'est justement cet élément qu'on a changé cette année-ci. Donc, le mixte, c'était dans les années 2018, 2019, 2020, où comme on travaillait sur des personnages collectifs, forcément, il pouvait y avoir des groupes où il y avait des hommes et des femmes. Cette année-ci, on n'a plus cet élément-là puisqu'on a laissé tomber les personnages collectifs. Mais ils sont toujours dans les tableaux précédents. C'était, si je ne m'abuse, sur les 3 années, 7 ou 12 personnages. Donc, on est vraiment dans un chiffre qui est insignifiant par rapport au pourcentage. Voilà. Merci, Sarah. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des souhaits particuliers par rapport à la présentation de Sarah? Et si oui, l'idéal, donc je vois, il y en a certains qui lèvent la main, super. Je vais leur donner la parole tout de suite. Activez votre caméra, c'est quand même plus agréable. Sarah. Voilà, je vois qu'il y a là une demande de parole de Yanara. Je vous donne la parole. Bonjour, merci. Bonjour. En fait, je ne sais pas si, je sais que ce n'est peut-être pas le propos, mais je suis en train de travailler justement aussi dans une
dans une recherche universitaire sur le thème que vous êtes en train d'aborder, mais en voyant qu'est-ce qui se passe du côté de fonds, des deux principaux fonds, donc disons dans ce cas, dans deux pays, mais dans ce cas-ci de fonds de Wallonie. Et en fait, et je voulais voir si, je trouvais quelque chose qui renvoie beaucoup à ce que vous êtes en train de raconter aussi dans votre investigation. Et je voulais vous demander si vous trouvez des rapports entre le fait, par exemple, que je n'ai pas trouvé des incentives positifs, je ne sais pas si ça on appelle comme ça en Belgique, ou des pointages. Il y a des pays qui ont des normes de pointage pour aborder certains thèmes, etc. Et ainsi, je voulais vous demander donc si vous trouvez un rapport entre la manière comme les fonds se répartissent et le fait que vous avez ce pourcentage-là. Pour les films? Oui, c'est ça. Des fonds comme... oui. Oui. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si Jeanne le pourrait. Moi, je interviendrai après toi, oui. si tu veux, Sarah. Non, je ne sais pas répondre parce que je ne regarde pas du tout les fonds qui sont attribués à ces films. Et c'est probablement intéressant la question que vous posez. Et ça vaudrait vraiment la peine de croiser ces différentes données-là. Ça demanderait de faire des statistiques sur des données que moi, je n'ai pas. Parce que nous, on travaille avec mes étudiants, on travaille juste sur les films et sur les représentations qui sont dans les films. On va tout doucement, je dis on va parce que je vais participer à la recherche. Elles font des films sur le budget alter égal. On va pouvoir croiser plus finement les représentations avec les auteurs, les autrices, les personnes qui travaillent, donc qui sont les personnes qui font les films. Mais je ne pense pas, Sarah ou elles sont peut-être là, mais je ne pense pas qu'on aura des données sur les budgets. Donc, Jeanne, je te renvoie la patate. Oui, ben, je prends la patate au vol. Donc, nous, au niveau du Centre du cinéma, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? On a le nombre de projets qui sont déposés par des réalisatrices, des productrices, des scénaristes et le nombre de projets lauréats. Donc, en fonction de ça, bien sûr, on peut dire quels sont les budgets attribués à des hommes ou à des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Centre du cinéma, principalement pour la fiction, qui prend quand même une grosse part du budget, les budgets alloués sont des barèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en réunion de décision de donner telle somme ou telle somme. C'est une somme, un budget unique pour le lauréat, en quelque sorte. Donc, ce qu'on a pu remarquer jusqu'à présent, c'est que c'est essentiellement, en effet, en documentaire que les femmes déposent des projets. Elles en déposent plus qu'en fiction. Mais petit à petit, chaque année en fiction, à force d'encouragement et d'enfoncer le clou, on a de plus en plus de femmes qui déposent des projets de fiction. Et au niveau du taux de sélection, le taux de sélection des projets déposés par les femmes est meilleur que celui des hommes. C'est-à-dire que quand elles déposent, elles sont en général plus facilement ou plus régulièrement lauréates que les hommes. Donc après, en ce qui concerne les budgets, ben, ça dépend en fait des pourcentages chaque année qui sont attribués aux différents projets. Mais il n'y a pas, ce serait faux de dire que les femmes reçoivent entre guillemets moins que les hommes sans tenir compte du nombre de projets déposés et des barèmes qui sont attribués, sachant qu'elles déposent plus en documentaire et elles sont donc fortement lauréates aussi en documentaire, mais les barèmes qui existent en documentaire sont aux alentours de entre 35 et 50 000 euros par projet. Alors qu'en fiction, lorsque un projet est lauréat, il a 430 000 euros pour une aide à la production. Donc, dire que les femmes reçoivent moins, ça dépend dans quel créneau d'aide c'est, documentaire ou fiction, et ça dépend aussi évidemment du nombre de projets déposés et lauréats. Donc voilà, mais ça, ces chiffres-là, on les a. Par contre, ce qu'on n'a pas, et ce sera très intéressant, Sarah, de voir les résultats de l'étude aussi, c'est tout ce qui concerne les équipes. Ça, on n'a pas ces chiffres. Enfin, on a les informations, on n'a juste pas de personnes à disposition pour les traiter, c'est-à-dire la parité dans les équipes, etc. Ouais. On en est sûrement très loin. Et alors, pour terminer, il n'y a pas, effectivement, en tout cas au Centre du cinéma, pour le moment, d'incitant autre que l'encouragement fort et volontaire, mais il n'y a pas d'incitant financier comme ça existe par exemple au CNC en France. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait super que tu aies une personne à demeure qui puisse traiter les statistiques chaque année, mais je viens de regarder, la ministre n'est pas dans la liste de participants, donc ça ne sert à rien que je le dise. Non, mais écoute, ça sera sûrement rapporté. Est-ce qu'il y a des questions encore pour Sarah? Laurent, je vois que tu lèves la main de manière physique. Laurent Micheli, tu veux prendre la parole? Bonjour. Bonjour. C'est une question, mais qui est aussi une réaction, parce qu'effectivement, par rapport à la catégorie d'orientation sexuelle sur laquelle vous avez fait le choix d'inscrire le personnage zoophile qui fait partie d'un des films de l'année dernière, bon, c'est quelque chose qui avait déjà pas mal choqué certains d'entre nous au bilan du cinéma de la semaine dernière. J'avoue que je suis un petit peu émotionnel par rapport à cette question, mais c'est parce que je fais partie d'un de ces groupes d'orientation sexuelle et qu'en fait, on se bat beaucoup pour essayer de différencier dans la tête des gens. Enfin voilà, il y a beaucoup de luttes qui ont été menées pour en arriver à ce qui est notre réalité aujourd'hui. Et je trouve que banaliser cette chose-là, même si effectivement vous l'avez dit, c'est une paraphilie, mais ça reste quand même une pratique qui est interdite en Belgique, alors qu'en face, vous parlez de pratiques qui ne le sont pas, qui ne le sont plus. Et donc, je voulais savoir ce qui vous avait amené à faire ce choix et aussi vous dire que, en fait, ça avait choqué pas mal de personnes. Oui, j'entends bien et je comprends bien. Et donc, le choix, ça a été de répertorier, puisque là, on répertorie. La question, on devrait parler d'orientation et de pratique sexuelle. Ça pourrait être une manière, ou est-ce qu'on l'enlève est-ce qu'on l'enlève du graphique et qu'on le laisse? Parce que moi, il me semble important quand même de dire quelque part que voilà, on a un personnage qui est zoophile. La manière dont on le fait, là, je pense qu'effectivement, on peut en discuter et je peux aussi en discuter avec Jeanne sur la manière de le rendre ou pas visible et comment le rendre visible. Ça n'est pas anodin, en fait, que ce personnage apparaisse, je pense, dans tous les cas. Et c'est aussi, ça me permet aussi de dire... Ça permet aussi de souligner, parce que cette question que vous me faites, d'autres personnes pourraient me la faire sur justement ce graphique conditions de santé dont je prends souvent beaucoup de guillemets d'ailleurs pour en parler, puisque là aussi on traite de choses qui sont extrêmement diverses. Et moi-même, je n'ai pas toujours les réponses à cet élément. Est-ce qu'on doit garder ça? Est-ce qu'il faudrait faire des graphiques différents? Par exemple ici, faire des graphiques différents pour des pratiques et pour des orientations sexuelles, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je me permets d'y réagir et je pense pas, je pense pas non plus qu'il faille. C'est juste le fait de le mettre sur la même ligne qui est choquant. Et est-ce que ça vous semblerait moins choquant et plus adéquat de ne pas le mettre dans le graphique, mais de l'ajouter dans les pratiques éventuelles? Ça vous semblerait mieux? Oui, je pense qu'il y a quelque chose à différencier. En tout cas, c'est important politiquement, ça me paraît très important. Surtout qu'en fait, il y a beaucoup de visibilité par rapport à ce que, enfin voilà, à ce qui est en train de se passer sur les questions de la diversité dans le cinéma. Ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est de plus en plus partagé. Et donc, il faut faire très attention, je crois, à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit pas possible. Dans la mesure où on vit encore dans une société qui en fait tous les jours. Et ça, voilà, je me permets de militer et de porter attention à ça, quoi. Oui, vous avez raison, mais merci de la réaction. En fait, on n'a pas encore eu de film, par exemple, qui présentait des pratiques BDSM. Ça, c'est une pratique aussi, ce n'est pas une orientation. Et donc, en tout cas, c'est bien et je serai attentive au moment de faire la présentation par écrit. Et merci d'avoir réagi, en tout cas. Et voilà. Merci. Et du coup, j'espère que du coup, on va peut-être avoir des personnes qui, dans la salle, ont envie de poser des questions sur ce fameux graphique des conditions de santé qui me pose aussi question, mais je pense que vous devez aussi savoir, et moi, c'est pour ça aussi que je fais ça comme ça, que je vous présente la méthodologie et les doutes que j'ai. C'est pour ça aussi que cette année-ci, c'était important pour moi d'ajouter, par exemple, cet indice de certitude, incertitude. Parce que quand on donne des chiffres comme ceux que je donne, ça peut donner une impression très objectifiante, parfois neutralisante d'ailleurs. Et c'est très difficile de faire ce travail et surtout de sortir des éléments. Donc, je trouve que c'est important d'avoir une discussion autour de ces chiffres et autour des méthodologies. Et c'est essentiel de faire ce qu'on fait là maintenant, c'est de discuter effectivement des catégories, etc., pour enlever un peu ce côté normalisant et lissant que les chiffres peuvent avoir. Donc, voilà. Donc, merci pour votre remarque. J'ai vu qu'Émilie avait levé la main. Émilie Thierry.
Oui, j'avais un peu renoncé, mais c'était pour rebondir sur la même question. Et je pense que si, en tout cas, moi, là où j'ai réagi aussi, effectivement, un peu négativement quand j'ai entendu ça à l'annonce des bilans annuels et ici pendant la présentation, c'est que ça escamote, en fait, un des critères qui, moi, me semble assez clair et qui permet de distinguer la zoophilie d'autres pratiques, c'est la notion du consentement. Et donc, si on va vers un détail beaucoup plus affiné, alors il faudrait aussi qu'on distingue dans les statistiques les actes sexuels consentis des actes sexuels non consentis. Mais là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du qualitatif peut-être que du quantitatif. Et qui serait sans doute aussi fort intéressant au niveau des représentations, non seulement pour ce critère-là, mais pour les autres, de voir la nature des représentations. Mais je suis d'accord que c'est alors un autre travail que celui qui est fait ici. Oui, ce serait intéressant d'ailleurs de travailler sur la notion du consentement. J'ai une étudiante qui le fait sur les séries télévisées dans un mémoire, mais elle fait 3 séries sur un mémoire. Donc là, on atteint des choses qui sont compliquées à travailler, mais ce serait essentiel parce qu'il y a plein d'éléments où parfois je me dis, ah, il y a ça, mais qu'est-ce qui est derrière le chiffre en fait? Les 70% de femmes dans le documentaire, par exemple, je trouve ça super intéressant, mais on s'était déjà posé la question, si c'est pour montrer 70% de femmes qui ne vont pas bien dans la vie, qui n'ont que des problèmes, il y a toujours la limite en fait des chiffres. Mais en tout cas, pour la zoophilie, j'entends la remarque et elle est essentielle. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout comment le Danemark gère l'affaire. Accessoirement. Je leur poserai la question. Ouais, merci Émilie pour ta question. En effet, ce serait intéressant d'avoir cette question du consentement. Maintenant, vous avez vu l'ampleur de l'entreprise ici, que c'est déjà de traiter ces chiffres-là, etc. Donc, je pense que voilà, on ne pourra pas nous traiter tous ces aspects-là, mais ça pourrait être des pistes à lancer, soit pour des étudiants, soit, comme tu le disais, Sarah, pour des études faites par d'autres universités ou par d'autres écoles. Oui. Et petit à petit, d'ailleurs, au-delà même du rapport annuel, que je remets souvent très en retard, et je m'en excuse, mais ce serait peut-être intéressant de trouver une manière de partager les données brutes, parce que du coup, ça permettrait que d'autres personnes s'en emparent et puissent effectivement faire des passages statistiques sur les données. Moi, ces données ne m'appartiennent pas. Jeanne, je ne sais pas comment on peut gérer l'affaire, mais ça pourrait être intéressant petit à petit. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi dangereux, parce que des gens qui ne savent pas traiter les données pourraient en sortir des conclusions. Voilà. Donc, je pense que c'est à manier avec prudence. On a déjà eu des mauvaises surprises à ce niveau-là. De gens qui n'ont pas tous les éléments du puzzle et qui du coup lancent une interprétation qui ne tient pas tout à fait debout. Mais donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Sarah? On ne voit pas. Écoutez, alors on va clôturer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, cette séance a été enregistrée, elle sera sur le site du Centre du cinéma. Les rapports de Sarah et de ses étudiants également, quand ils sont finalisés, pour certains, il y a encore quelques petits éléments à finaliser. Si vous avez, vous, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui, des demandes particulières de sujets que vous voulez qu'on traite, pour lesquels on cherche des orateurs, alors on le fait de notre côté, mais s'il y a des points très spécifiques sur lesquels vous voudriez qu'on travaille en matière de diversité, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça permet aussi de guider notre propre travail. Et on sera ravis de pouvoir continuer alors ce type de conférence avec d'autres orateurs. On est déjà en lien avec d'autres personnes sur des sujets qui sont parfois très spécifiques, mais qui nous semblent intéressants, comme la question de la représentation de la maternité à l'écran. Voilà, il y a plein de sujets qu'on peut creuser. Et plein d'actions qu'on doit encore entreprendre et plein d'actions qu'on a entreprises, mais pour lesquelles on a besoin d'un peu de temps aussi. Je pense à la fiche diversité qui est maintenant obligatoire pour certaines aides à la commission de CEMA. Il faudra voir un peu ce qu'on arrive à tirer aussi de ces éléments-là. Mais voilà, moi, j'aime à penser qu'on est quand même dans le bon par rapport au fait de lancer au moins toutes ces réflexions sur la diversité. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été là. Je remercie 1000 fois Sarah
avec laquelle on va continuer à travailler avec beaucoup de plaisir parce que c'est un vrai bonheur de bosser avec elle sur ces questions-là. Et on espère vous revoir la prochaine fois. On n'a pas encore ni de sujet ni de date pour la prochaine conférence, mais si vous voulez être tenu au courant, vous vous inscrivez à la newsletter du Centre du cinéma. Et si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes déjà inscrit et donc vous serez informé des prochaines conférences. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, bon après-midi.